Ça. Mais applaudissez pas tout de suite parce qu'il y a une nouvelle bien plus belle que ça qui s'en vient, c'est-à-dire que je pense qu'on est nombreux au Québec à être tannés que ça bouge pas. Des gens qui ont envie que ça bouge, il y en a, on le voit ici. Des gens qui ont envie de s'investir pour que ça bouge, il y en a aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une autre manif qui s'organise demain à Québec, si jamais il y en a qui passent par là. Mais déjà, surtout, il y a un groupe citoyen qui est en train de se former pour nous organiser une autre manif, encore plus grosse que celle-ci, pas plus tard que samedi prochain. Samedi prochain, donc on se donne rendez-vous, on revient, mais c'est surtout que ce groupe citoyen-là qui est en train de s'organiser va avoir besoin d'aide. Donc, s'il y en a parmi vous, et je sais qu'il y en a, qui avons du temps à donner cette semaine, peu importe vos compétences, que ce soit pour distribuer des affiches, que ce soit pour faire des communiqués de presse, pour aider avec la stratégie de com, que ce soit pour parler dans un micro, peu importe dans quoi vous êtes bon, vous êtes tous bons. Fait que si vous avez envie de donner du temps cette semaine, laissez-nous un message. La page Facebook va rester la même. Si vous voulez vous impliquer dans l'organisation, on a besoin de vous autres. Je passe le micro à Karine, qui est pas loin, qui va juste présenter les personnes qui vont prendre la parole. Merci, je vous aime, gang. Merci François, merci tout le monde d'être là pour faire entendre notre parole en pleine campagne électorale. On a 3 personnes importantes qui vont venir parler avec nous. En premier, Charles Sainte-Marie, qui est premier vice-président du Conseil central du Montréal métropolitain, qu'on remercie fortement d'avoir embarqué dans notre projet de fou au jour 1 et d'avoir permis d'avoir, entre autres, ce camion de son. Donc Charles va nous adresser quelques mots, il est derrière moi. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs, organisatrices. Merci de votre présence. Entendez-vous, messieurs et mesdames des partis politiques, la planète s'invite dans la campagne électorale. Oui, merci. Nous ne vivons pas en vase clos, réduits à des êtres de consommation, comme certains le voudraient. Nous faisons partie intégrante d'un écosystème qui nous offre tant de beauté, de richesse, qui nous offre la vie. Mais tout cela est menacé et de manière irréversible. Il y a urgence, il y a obligation d'agir, car nous devons répondre à la plus grande menace et au plus grand défi de notre société, de l'humanité pour toute forme de vie. Baisser massivement les émissions de GES et stopper la destruction des écosystèmes. Nous avons une grande alliée pour défendre cette urgence d'agir. Et c'est la science, oui. Ceux qui la minimisent ou nient le consensus scientifique me font penser à ceux qui, il y a 400 ans, disaient que la Terre était ronde. L'objectif de notre engagement ne fait aucun doute. Ceux qui disent que ça va nuire à l'économie, je leur réponds, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'emploi sur une planète morte. Le monde du travail devra donc évoluer en conséquence, avec une transition, mais une transition juste, porteuse de justice sociale. Il est important de faire en sorte que la transition énergétique n'aggrave pas la précarisation du monde du travail et s'avère plutôt porteuse de dignité et de justice pour les travailleuses, les travailleurs ainsi que leur communauté. Nous considérons que la transition juste n'est pas seulement technologique. Une transition énergétique porteuse de justice sociale suppose que l'on revoie en profondeur plusieurs pans de l'activité humaine, particulièrement le modèle économique, les modes de production, de consommation et de transport. Elle implique des changements de valeurs, de normes sociales et de modes de vie importants qui passent notamment par l'éducation. Ça passe aussi par la démocratisation du processus, qui doit être au cœur de notre démarche. Avec ça, il va falloir une pleine participation de l'ensemble des citoyennes et des citoyens avec une vision inclusive, rassembleuse et diversifiée. Des peuples
bien des États subissent et subiront de plein fouet les changements climatiques, en disproportion de leurs responsabilités. En tant que pays privilégié, nous devons en tenir compte. Toujours dans une perspective de justice sociale, des analyses systémiques et reconnaissant l'intersectionnalité doivent être appliquées aux différentes sphères d'activité. Dans une optique anticoloniale, les luttes des peuples autochtones et des Premières Nations, en alliance contre les différents projets de développement d'hydrocarbures et autres qui menacent leur environnement et leur souveraineté, doivent être appuyées. Oui, nous devrons investir des milliards de dollars, mais ces investissements seront moindres en comparaison à ce que pourrait nous coûter l'inaction. La priorité accordée à une transition énergétique va refléter les choix financiers avec l'argent du public et les fonds de retraite, mais aussi les autres instances financières. Donc, pour cela, il va falloir une fiscalité favorisant les secteurs portants de changements souhaités et ensuite de ça, le retrait de tout type de soutien gouvernemental, fiscal et autres au secteur des énergies fossiles. Il va y avoir un réinvestissement massif, orienté vers une transition réellement appropriée à la situation avec une véritable redistribution équitable des ressources financières. Ne laissons pas cette transition entre les mains de politiciens à courte vue et aux régents d'affaires dans le seul but de les enrichir. Jamais on va accepter ça. Car de plus en plus, l'alliance du milieu syndical, des groupes environnementaux, des citoyens et citoyennes, des groupes communautaires et des autochtones se renforce ou doit l'être. La planète ne nous appartient pas. C'est nous qui appartenons à la Terre. Prenons notre place pleine et entière. Solidarité! Merci beaucoup, Charles, pour le Conseil central Montréal métropolitain. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter Laure Varidel, qui est éco-sociologue, professeure associée à l'UQAM et cofondatrice d'Équiterre. Merci à vous tous d'être ici. Merci aux citoyens extraordinaires qui ont organisé ça avec toute cette belle énergie. Merci à Charles qui a si bien mis la table sur la nécessité de grandes transformations économiques, la nécessité d'un changement de paradigme qui se fera grâce à notre implication à tous et grâce à des changements de système aussi. Face à l'adversité, face au constat scientifique qui se présente devant nous, on peut choisir différentes postures. Une de celles-là qui est adoptée par beaucoup de nos concitoyens, peut-être par réflexe de protection pour leur santé mentale, c'est de se mettre la tête dans le sable, c'est de ne pas entendre, c'est de se dire que dans le fond, on ne peut rien faire et adopter, peut-être encore pire, une posture de cynisme. Ça, c'en est une. Et c'est ce qui mène à des transformations politiques publiques qui vont encore pire que ce vers quoi on veut aller. Pensons à ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Trump. On ne pensait pas que ça pouvait aller pire, ça a été pire. Pensons à ce qui vient de se passer en Ontario aussi. On a pris des choses pour acquis et ça a été perdu. Donc, il faut aller voter. Il faut amener tout le monde le 1er octobre à sortir voter, à sortir pour ses valeurs, à sortir avec une vision d'audace pour un vrai changement de paradigme, pour des choix qui vont amener, par exemple, l'internalisation des coûts environnementaux et sociaux. C'est quoi cette grosse affaire-là? Mais il faut arrêter de faire en sorte que ceux qui polluent le plus s'enrichissent en polluant. On ne peut plus continuer comme ça. On est dans un système qui carbure à l'exploitation environnementale et sociale, mais ça peut être autrement. On voit que les pays qui ont choisi de faire autrement, qui ont pris d'autres types de politiques publiques, font une différence. Quelle est la situation au Danemark?
seulement comparé aux États-Unis ou à la Russie, la situation en Suède ou la situation en Norvège. C'est parce qu'il y a des gens qui ont décidé de faire les choses autrement et qui ont réalisé que l'économie était une construction sociale et qu'on peut tous faire la différence. Et comme beaucoup de pays du nord de l'Europe, on a la chance au Québec d'être une petite société où il y a peu de degrés de séparation entre nous tous. Ça veut dire que quand on choisit de faire un virage, quand on veut faire les choses autrement, comme on le fait avec la Révolution tranquille, les changements peuvent s'opérer très rapidement. Au Québec, on a l'intelligence, on a des étudiants, on a des citoyens qui sont formés, éduqués, on a des ressources naturelles renouvelables et on a surtout cette force sociale, on a un mouvement social très très fort. Donc à partir du moment où on aura choisi ensemble une suite du monde plus équitable et plus écologique, on va y arriver. Alors le 1er octobre, allons tous voter et votons vraiment pour le monde que l'on se souhaite, celui que l'on souhaite à nos enfants. Bravo! Merci beaucoup. Et on va terminer ces prises de parole avec une grande dame qui a accepté de venir parler, ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec, cofondatrice de Québec solidaire. Elle a été aussi députée de Gouache en 2017 et on doit vous dire que son texte « On déprime ou on s'exprime » chronique qui a été dans la presse a été un élan pour faire en sorte que cette manifestation-là ait lieu. Donc, Mme Françoise David. Bonjour tout le monde! Bravo à vous autres! Si j'ai bien compris, on a décidé de s'exprimer. Parce que la déprime, Laure l'a vraiment bien expliqué, je ne répéterai pas tout ce qu'elle a dit évidemment. La déprime, le repli sur soi, dans n'importe quel domaine d'ailleurs, cultiver son jardin, j'en fais un petit, dans Rosemont, la cour est pas grande. Mais c'est pas suffisant là. On peut pas juste composter, on peut pas juste dire ok je prendrai plus de sacs de plastique, on peut pas juste manger nos propres tomates, le moins de conserve possible. Vous connaissez tout ça, vous connaissez ça probablement mieux que moi. C'est insuffisant. Pourquoi? Ben, tout le monde le dit, parce que la planète s'en va à sa perte si on n'agit pas résolument pour faire un virage à 180 degrés. C'est aussi simple que ça. Mais plus que ça, je voudrais apporter peut-être une dimension, pour dire quelque chose de plus, qui n'a peut-être pas encore été tout à fait apportée. Pour moi, être écologiste, vouloir une véritable transition énergétique, c'est une question de justice. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Au-delà là, de tous les autres arguments, là. Mais parce que depuis tout le temps où j'ai milité, où j'ai été active, où j'ai pu, avec plein d'autres femmes, organiser une marche mondiale des femmes et donc connaître la situation aussi de femmes, d'hommes, d'enfants dans d'autres pays, il y a quelque chose qui est devenu vraiment clair pour moi, là. Qui va souffrir les premières des changements climatiques? Pas nous qui crevons de chaleur aujourd'hui, mais qui allons bientôt nous réfugier peut-être dans l'air climatisé. C'est pas nous qui allons souffrir le plus. Qui souffre le plus des ouragans, des catastrophes de moins en moins naturelles? Où est-ce qu'il y a le plus de plastique dans les océans? Vous le savez, c'est en Asie. Où est-ce qu'il y a le plus d'incendies, de volcans qui perdent, de tsunamis, de tremblements de terre? Ben, c'est drôle, hein, mais vous observez que ça se passe très souvent dans des coins de la planète qui sont plus pauvres et où les gens n'ont pas tout ce qu'il faut pour être capables de réagir à tout ça. Vous observerez aussi que lorsqu'il y a ouragans, inondations, tremblements de terre, qui résiste le mieux à ces catastrophes? Bien sûr, les gens les plus riches, parce que eux, ils ont des maisons qui peuvent résister à tout ça. Puis eux, ils ont eu la chance de se placer en haut des montagnes, pas en bas des montagnes, sur le bord de l'eau, où est-ce que c'est évident que tu vas être inondé s'il y a un tsunami. Autrement dit, là, la justice, l'égalité des droits et des chances entre riches et pauvres, c'est pas seulement d'avoir le droit à la santé, à l'éducation, oui, c'est ça bien sûr, d'avoir un revenu décent, etc. C'est aussi d'avoir le droit à un environnement sain. Ça, c'est de la justice.
Les plus riches, les plus aisés, ceux qui se planquent dans les paradis fiscaux, ça va être les derniers touchés. En plus de tous les ravages qu'ils font à l'économie, aux droits des travailleurs, travailleuses, etc. Moi, je le prends pas. C'est aussi simple que ça, je le prends pas, je l'accepte pas. Alors, c'est en pensant à elles, c'est en pensant à eux, c'est en pensant à nous aussi, à nos enfants. Moi, je suis rendue au bout des petits-enfants, maintenant, il y en a 5. Ben, j'aimerais ça qu'on leur laisse une planète viable. J'aimerais ça que mes petits-enfants puissent dire un jour on est capable de vivre comme du monde, à tous les points de vue, y compris au point de vue de l'environnement, parce que vous, les plus vieux, un peu moins vieux, parents, grands-parents, vous avez fait les combats. Ils ont 5 ans, ils ont 3 ans, ils ont 2 ans, ils sont trop petits encore pour les faire, quoique il y en a quelques-uns ici. Mais c'est notre responsabilité. Et ça se peut pas qu'on la prenne pas, là. Puis vous êtes là parce que vous voulez la prendre. Ce que je vous demande d'ici au 1er octobre, c'est de parler aux gens autour de vous, à votre famille, à vos amis, à vos voisins, à vos compagnes et compagnons de travail. Parlez. Parler, là, c'est déjà un geste militant. La prise de parole, c'est déjà agir. Puis le 1er octobre, vous êtes assez intelligent pour savoir qui a la meilleure plateforme en environnement. Merci, Mme David. Merci, Mme Varidel. Merci, M. Sainte-Marie. Merci à toutes vous autres. Les derniers mots que j'ai à vous dire, c'est on se revoit la semaine prochaine. La date de la prochaine manif, c'est samedi. Le lieu va être annoncé. Le lieu de rassemblement va être annoncé sur notre page Facebook ce soir ou demain. Surveillez. Donc, la planète s'invite dans la campagne. Elle est là pour rester.